tout évidemment dans une croix gammée, on est dans une ambiance avec l'Arès, pour ceux qui connaissent, avec une ambiance qui est la swastika, donc, qui montre ça. Mais là aussi, je pense qu'il y a de plus en plus de travail d'éducation à faire que je vois chez beaucoup de gens, parce que ça c'est l'école qui est juste à côté de chez moi, à droite là-bas, à Bali, parce que pour les balinés qui sont hindous, c'est aussi très important. Hein. C'est un signe de prospérité, un signe de chance aussi, hein, la swastika pour moi. Et donc, voilà, donc tout ça, ça montre aussi ce côté qui me paraît important. En bas, c'est chez les Jains en Inde, donc les Jains qui sont des végétariens, qui sont un peu des religions particulières. C'est très intéressant aussi de voir ce rapport-là à la spiritualité qui infuse complètement nos voyages. Et à partir du moment où on prend notre temps, on a le temps aussi de voir ce que l'autre y pense et comment il vit et comment ils vivent réellement dans les familles, etc. Et ça me paraît quelque chose, hein, on parlait souvent hier, souvent quand on fait du vélo, quand on marche, on dort dans les temples, on dort dans les pagodes, on dort dans les mosquées, par exemple, hein, ça arrive aussi, hein, ce genre de choses. Ça permet d'avoir un autre rapport qu'un rapport strictement de visite touristique. Ça, c'est gagner de l'autonomie ici en ça. C'est que, là par exemple, c'était à l'époque de Fleet c'est en Irlande du Nord. Et c'était à l'époque, c'était un ancien type de l'IRA en fait, qui m'avait fait visiter tout le quartier catholique bombardé. Et en fait, j'ai passé donc quelques jours avec lui. Voilà. Et puis, bon, d'autres exemples qui sont intéressants. Là, c'est une étude sur le capitalisme, c'est à droite. J'avais fait une étude sur l'ouverture du mur de Berlin, juste après 89, hein, après novembre 89. Donc j'étais là-bas un ou deux mois après. J'ai fait une étude sur l'ouverture des gens de la RDA qui passaient en RFA à cette époque. Et donc c'est intéressant comment des gens d'Europe, des Allemands de l'Ouest apprenaient aux Allemands de l'Est à ne pas donner les morceaux de mur à des touristes, mais de les vendre. Et donc c'est la première leçon du capitalisme en fait. Et donc c'était assez intéressant aussi voilà, de voir tous ces genres de phénomènes. Et ça, voilà, en restant avec les gens, en étant avec eux, on apprend en parlant les langues, en apprenant ce genre de choses, on arrive à beaucoup échanger. Je pense que les vecteurs les plus importants pour l'échange avec les populations et la rencontre, ce qui nous intéresse le plus quand on est dans la lenteur, c'est simplement les choses tout simples de la vie. C'est la cuisine, c'est la culture, le théâtre, le cinéma, c'est la danse, etc. Et c'est le sport, hein, tout simplement. Combien de fois je sais pas, organiser des petits matchs, n'importe quoi. Et voilà, et je pense qu'il y a plusieurs vecteurs comme ça, et je pense que la cuisine c'est très important, le sport aussi. Et la musique, voilà, j'oublie encore, ce qui est très important, c'est la musique. Hein. La musique et le chant, qu'est-ce qu'on peut partager si vous ne parlez pas la langue, vous avez plein de moyens pour entrer dans la culture de l'autre en fait. Hein. Et ça me paraît très intéressant. Ah ouais, alors, après le vélo, hein, parfois c'est comme ça aussi le vélo. Hein, donc, d'autres moyens. Donc, ça, c'est voilà, la question des transports, et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits, et moi je le vois beaucoup à Bali, ça, avec l'évolution de la mondialisation à Bali, c'est comment c'est devenu extrêmement dur pour les balinais de marcher. Quoi. C'est la honte quoi, de marcher. Hein, c'est un balinais qui a tout raté. Quoi. C'est vraiment. Il parle de son grand-père. Lui, il marchait beaucoup, c'était paysan. Moi, je marche plus. Donc, même pour faire 10 mètres, voilà, c'est un peu comme les gens que j'ai rencontrés quand je travaillais en Corse, qui prenaient la voiture pour aller à la boîte aux lettres qui était 100 mètres derrière. Voilà, à des moments donnés, on voit des choses parfois, les cultures de la voiture. Hein. On est d'accord parce que c'est le cas. Et c'est le cas à Naples, voilà, il y a plusieurs endroits comme ça. Et là, il y avait beaucoup de boulot à faire. Et moi, venant de Strasbourg, je me souviens, il y a 20 ans, quand il n'y avait pas encore les Vélib à Paris, et quand on allait, avec quelques Strasbourgeois, on allait à Paris, quand on voyait des gens faire du vélo, c'était très marrant parce qu'ils découvraient le vélo. Quoi. Et c'était très bizarre parce qu'on voyait des gens, ils roulaient très mal d'ailleurs à vélo. C'était assez bizarre, disable. Puis ils frimaient parce qu'ils faisaient 2 km à vélo. Et c'était tout début. Quoi. Et en fait, on voit que et maintenant, ça a beaucoup changé, et c'est bien. Donc ça montre quand même que non seulement il y a de l'espoir, mais aussi que les choses peuvent vraiment avancer. Mais culturellement, voilà, il y a des choses qui sont très importantes, qu'il ne faut pas nier non plus. Et qu'il y a des changements qui doivent se faire dans la douceur, et ça me paraît fondamental. Ça, c'est juste voilà, pour les petits transports, un peu pour. Ça, c'est une petite station de Chatwin. Et voilà un peu le. Là après c'est voilà, pareil, c'est les routes qu'on peut prendre à vélo ou autrement. Et après c'est je dirais là c'est tout le, encore une arnaque de plus hein, on va dire, c'est tout ce problème là de tourisme qui n'est pas touristique. Quoi, hein. Parce que le touriste c'est toujours le méchant. Hein. Ça vous arrive souvent je pense des gens en voyage quelque part, ils disent ah t'as vu là-bas il y a un touriste. Alors que nous aussi on est des touristes, hein, même les anthropologues hein, on est des touristes. On est tous des touristes quelque part. Hein. Et c'est pas un problème d'être un touriste.
Ce qui est important, c'est d'être un touriste à peu près respectueux. C'est ça qui est important, c'est pas d'être un touriste qui est un problème. Ça ne veut rien dire d'être un voyageur, un super voyageur et puis un très mauvais touriste. Moi, je connais beaucoup de très mauvais voyageurs et de très bons touristes. Vous voyez, je veux dire, je pense qu'il faut se méfier un petit peu de ça. Parfois, je mets même un tiret, je mets des touristes voyageurs dans mes bouquins pour essayer de montrer que voilà, là aussi, il n'y a pas de clichés à avoir. Et je pense qu'il faut sortir un petit peu de tout ça. Après, c'est vrai que de la même manière que c'est très branché aujourd'hui d'avoir un hôtel où il n'y a pas de wifi, et parce que ça nous permet de déconnecter, de la même manière, il faut absolument faire un trek qui ne soit pas touristique. Voilà, bon, c'est un peu compliqué de faire un trek qui n'est pas touristique, qui s'adresse à tout le monde. Ça montre aussi la limite des choses. Puis après, il y a voilà, tous les problèmes aussi qu'il y a aujourd'hui. Juste pour dire deux petits exemples, je pensais à Nicolas Bouvier. Regardez Nicolas Bouvier quand il est allé en Afghanistan de Suisse il y a plus de 60 ans. Bah, il n'avait pas de problème, hein. Il part de Genève tranquille et puis il arrive en Afghanistan, il traverse tous les pays que vous connaissez aujourd'hui. Vous vous imaginez aujourd'hui passer à traverser ces endroits-là, c'est pas tellement évident. Je pense que beaucoup de gens qui font du vélo autour du monde, surtout ces dernières années, ont vu je dirais l'enfermement, la fermeture peu à peu progressive en fait, non seulement des frontières, mais aussi des mentalités des ambiances tout simplement. Hein. Je veux dire, je crois que là aussi c'est global. Hein. Ce qu'on vit en France, ce qu'on vit aux États-Unis, on le vit un peu partout. Et malheureusement, c'est un facteur qu'il faut aussi prendre en compte. Donc on n'arrête pas de dire aujourd'hui qu'on n'a jamais autant voyagé, c'est jamais été aussi démocratique. Et c'est vrai, hein, sur un coup de clic sur un ordinateur, vous allez où vous voulez, par exemple. Et puis pareil, mais regardez un petit peu la réalité du terrain. Et l'autre chose que je voulais vous dire, liée à l'accélération, que moi je trouve absolument dramatique, c'est regardez comment on voyage maintenant. Et je suis sûr qu'on est tous liés à ça. On est tous dépendants parce qu'il faut toujours se battre quotidiennement si on voyage pour ne pas être dépendant. Par exemple, booking.com. Booking.com ou TripAdvisor ou voilà, tout ce que vous voulez. Et si vous ne réservez pas dans certains endroits de la planète aujourd'hui votre hôtel, c'est galère quoi. Alors qu'en fait l'idée c'est pas de réserver, quoi. Si vous voyagez, vous partez, vous arrivez. Enfin, l'idée c'est quand même de découvrir, c'est de se laisser aller, c'est d'aller à l'imprévu, à l'inconnu. Enfin, je sais pas, il faut faire marcher de l'imaginaire quoi. C'est comme ça qui est important. Mais tout est fait pour qu'on ne le fasse plus. Donc vous avez des gens, ils réservent tout le temps, tout à l'avance. Et vous avez tous remarqué à un moment donné que vous avez l'impression d'être complètement pris pour le dindon de la farce. Quoi. Donc vous devez aller à l'hôtel, et puis ça, à cette heure-là, à ce jour-là, si vous êtes à moto, à pied, à vélo, etc., vous êtes obligé, chaque fois, vous avez Et les gens en ont marre de ça. Et si vous ne réservez pas, moi je fais beaucoup d'expériences comme ça, du moment où je ne réservais pas, au Brésil par exemple, vous avez une telle différence de prix, si vous ne réservez pas votre truc, vous payez 2 fois plus. Mais 2 fois plus quoi. Donc quelque part, tout est fait, vous entrez dans le moule quoi. Et c'est des exemples, et ça devient comme ça pour plein d'exemples. Si vous prenez le train de Singapour à Kuala Lumpur par exemple, bah, c'est un train que, je sais pas, autrefois on prend un train, voilà, on va à la gare et on prend le train. Maintenant, si vous ne réservez pas, vous pouvez pas. Simple, donc il faut réserver avant. Donc si vous n'avez pas internet, déjà, vous ne voyagez pas, vous restez. Voilà, à un moment donné, c'est comment on fait. Et il y a plein d'exemples comme ça, c'est que, regardez la politique de la SNCF par exemple, hein, sur les 20 dernières années, enfin, on va rentrer dans les détails de ça, mais c'est la même chose. Et c'est qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose où en fait, il n'y a plus de place à l'après. Il n'y a plus de place simplement pour, je dirais, comment on va rencontrer quelqu'un, comment est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour aller draguer d'aller sur adoptamec.com pour aller pour les nanas, ou d'aller sur tous les sites pour les mecs, que d'aller prendre du temps pour essayer de trouver quelqu'un. C'est hyper compliqué parce qu'on n'a plus le temps. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça marche, par exemple, ce genre de choses? Parce qu'à un moment donné, les gens n'ont plus le temps. Le voyage, c'est la même chose. Mais c'est la même chose dans notre vie. Quand on voit comment on vit aujourd'hui, la manière dont l'agenda quotidien, souvent, il est fait. Et je veux dire, regardez le fait de se déconnecter, la place de la télé, la place d'Internet. Quand on voit aujourd'hui que la place du smartphone, par exemple, comment c'est devenu vital. Alors, je sais pas si. Je vais arriver sur les photos qu'il y a après, ça je passe un peu. Alors là j'arrive un peu sur le numérique, je vais arriver un tout petit peu sur ça, parce que ça me paraît quand même assez intéressant à évoquer un petit peu rapidement. Voilà, par exemple, hein. C'est pas des photos que moi j'ai faites ça, mais c'est pour montrer un peu l'évolution quand même de notre société. Quoi. C'est aujourd'hui, enfin, je sais pas. Comme je dis toujours, pour être un peu provoque, parce que moi je essaie de faire de la résistance par rapport à ces outils-là, c'est vrai que moi je vois par exemple le selfie. Le selfie c'est un exemple que je trouve assez intéressant à utiliser.
Alors, je sais pas, désolé pour ceux qui font des selfies, je suis pas trop partisan de ça, mais c'est vrai qu'en Inde récemment, ma fille elle a eu des moments, mais plus de 30 selfies par jour, de gens qui l'agressent dans la rue en disant je vais faire un selfie avec toi. Et parfois c'est agressif, hein, c'est pas toujours très sympa. Hein. Et je veux dire, il n'y a aucune rencontre, il n'y a rien du tout. On est que dans du bluff. Voilà. Et le problème c'est que c'est agressif, donc ça crée aussi du stress, enfin on est tous dans le voyage. L'autre exemple, c'est des gens que j'ai vus qui étaient devant un volcan, super beau, en Indonésie. Et un coup, je les vois, ils ne parlent plus ensemble, ils sont tous en train de faire des photos, et surtout, en même temps. C'est une photo que j'ai ratée de moi, par contre. Je voulais prendre la photo, ils étaient à 5 en train de faire la photo du truc, et d'envoyer directement au bureau. Ils disent, ah, on va les faire baver au bureau, ils sont en train de bosser, et nous, on est là. En fait, ce qui les intéresse, c'est de prouver quelque chose par leur voyage, par la photo qu'ils vont envoyer directement à leurs collègues de bureau à Paris. À un moment donné, on se dit, mais les gens, ils n'ont pas autre chose à faire, quoi, que de s'occuper de ce genre de choses. Ils ne peuvent pas voyager tranquillement. Et donc, c'est toute une rééducation, quelque part, hein, qu'il faudrait peut-être imaginer ou repenser. Et je pense qu'en observant ça, et l'évolution rapide telle qu'elle se fait, elle m'interpelle beaucoup par rapport à cela. Et je le vois aussi pour... je suis pas trop long, votre imagination, voilà, si ceux qui parlent pas indonésien. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me paraît très inquiétant, c'est comment on peut faire marche arrière si on n'est pas un peu radical. Parce que quand je parle de l'autonomie, moi, c'est vraiment à un moment donné, il faut se dépouiller, il faut revenir un peu, je dirais pas en arrière, surtout pas, hein, c'est surtout pas ça. Mais à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir une pensée un peu radicale, qui soit saine, ça veut dire refuser l'ordre qu'on nous impose. Ça va être les médias dominants, par exemple. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de regarder BFM toute la journée, par exemple hein. C'est un exemple. Hein. C'est quand même très malsain. Et à un moment donné, on ne remarque plus ça. C'est qu'on est complètement pris dans quelque chose. Et là aussi, c'est la vitesse. Par exemple, il y a des études qui ont été faites que BFM, c'est anxiogène. Donc, vous regardez BFM pendant 2 heures, bah, vous suicidez, vous savez plus trop quoi faire, enfin, vous n'en pouvez plus. Puis voilà. C'est des exemples. Hein, mais c'est pareil pour d'autres émissions. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans la critique, mais avant le lendemain, 8 heures, parce que c'est des types qui est complètement barré là-dedans. Et je veux dire, et là, il livre un bouquin. Et à partir de cette année, je lis un bouquin et je fais plus d'écran. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à se fixer des règles. Chacun peut faire ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais on a toujours le pouvoir d'appuyer sur stop ou sur éteindre la télé par exemple. On n'est pas obligé d'avoir de télé, on n'est pas obligé d'avoir de bagnole. Et donc je pense qu'à un moment donné, si on ne radicalise pas nos propres comportements, nos propres modifications, c'est difficile d'aller mieux. Parce que moi je suis un peu énervé quand je suis chez moi à Bali, et quand je vois des gens qui me disent toujours ah oui mais il faut vraiment que je fasse ça, donc je vais changer ma vie, je vais faire ci. Et en fait ils n'arrivent pas, parce qu'on est tellement pris là-dedans. Je peux comprendre les résistances. C'est pareil quand un patron vous embête, c'est pareil quand un compagnon vous embête, c'est pareil quand à un moment donné il faut prendre des risques. Et l'autonomadie c'est aussi être autonome et être nomade, c'est une manière aussi à un moment donné d'oser prendre des risques. Et ça me paraît très important. Et je cite par exemple une féministe anarchiste, Emma Goldman, qui était très, je raconte sur la femme qui était britannique et qui disait, il y a déjà 110 ans, qui disait que si vous n'avez plus de rêve, il n'y a plus aucun intérêt de vivre. Et c'est ça un moment qui est important, c'est qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à se bouger pour essayer de se modifier, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien. Et je pense que c'est ça qui me paraît aujourd'hui. Alors ça, par exemple, c'est en Indonésie, c'est des jeunes artistes indonésiens, donc c'est aussi que c'est intéressant. Voilà, à l'époque, l'époque de demain c'est aujourd'hui, et continuons à nous battre et à progresser. Quoi. Alors voilà, aujourd'hui on est là, quoi. Ça c'est voilà, c'est un exemple de le retour des blonds. Quoi. Donc, le carnaval politique à Düsseldorf, c'est il y a pas longtemps ça. Hein. Et c'est juste une photo que j'ai prise dans le journal, hein. C'est pas moi qui l'ai faite la photo. Et on en arrive à ça, à partir du moment où on n'arrive plus à un moment donné à vivre la vie qu'on a envie de vivre, je veux dire c'est plus tenable. Et je pense que c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ah, non, ça va pas. Là, je fais un peu le lien, parce que j'ai le timing, je calcule plus que mon timing un petit peu. C'est que. Donc, ça, c'est un peu, vous vous rappelez, hein, c'est un peu des idées qu'il y avait à un moment donné qui ont échoué lamentablement, mais qui ont quand même donné des idées. Hein, c'est quand même donné des idées. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est le côté universel. Hein. Il faut lutter contre les communautarismes, tous les communautarismes.
Hein, et même là aussi, la pensée complexe est importante. Moi, je connais des hipsters qui font des super bons boulots, mais je connais aussi des hipsters qui font vraiment un boulot exécrable. Donc à un moment donné, c'est pas parce qu'on est quelque chose qu'on est bien. C'est pas parce qu'on est bio qu'on est bien. Moi, je suis végétarien, mais bon, bah, j'essaie de respecter les carnivores. Je suis bon fumeur, mais j'aime bien beaucoup le fumeur. Etc. À un moment donné, bon, on n'arrive quasiment plus à vivre ensemble aujourd'hui. Donc ça devient très compliqué de vivre ensemble. Parce que quelqu'un n'arrête pas d'affirmer. Les véganes, ça se voit beaucoup aujourd'hui, par exemple, hein, mais ça se voit avec tout le monde. Hein, vous savez, ça se voit le communautarisme partout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de rester ouvert. Et ça me paraît être un combat quotidien. Et je pense que la convergence des luttes, pour parler de cela, elle est partout. Ce qui se passe à la place de la République à un moment donné à Paris, ça se passe aussi justement parce que, voilà, à Bali, de la même manière. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Et je peux vous dire que dans les manifs avec des balinais, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un touriste, il n'y a pas un hipster. Non. Parce qu'ils sont tous dans des cafés internet, où voilà, ils sont tous dans une autre ambiance. Je critique beaucoup là-bas parce que je trouve qu'ils ne se comportent pas toujours très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les balinais entre eux. Donc on voit aussi, à un moment donné, quand on part de la France et on va quelque part, on n'a pas à changer, on est citoyen, quoi, on est citoyen du monde, on n'a pas à changer notre manière de voir les choses. Les combats sont les mêmes. Et là, vous avez beaucoup de gens en Bali qui luttent justement contre les multinationales du tourisme, qui essayent d'acheter plein de choses. Aujourd'hui, vous avez un type qui veut faire un circuit de Formule 1, enfin bon, c'est complètement délirant ce qui se passe. Donc il y a des gens quand même qui essayent de se battre pour interdire, et il y a beaucoup de musiciens, de rockers, de poètes, d'écrivains, et surtout de militants écologistes. Hein. Donc il y a beaucoup d'associations d'ONG écologistes vraiment sympas, qui sont nouvelles finalement, ça n'existait pas à Bali il y a 20 ans. Ils sont des Balinais. Et ça me plaît beaucoup parce que ça montre aussi, c'est ça en fait ce que je trouve qui est bien dans le voyage. C'est pour ça que je vous ai mis du rap mapuche au début, et c'est aussi pour ça que je vais vous mettre un petit morceau après, j'ai encore le temps là. Voilà. Donc moi, là où j'habite à Bali, j'ai développé une petite bibliothèque là où j'habite, hein, parce que comme je sais pas faire, je suis pas paysan, je suis pas pêcheur, enfin, j'ai fait des bouquins, donc je me dis ce que je sais faire, c'est peut-être partager la lecture quoi, avec des gens. Et du coup, j'aurais mis des bouquins là-bas dans une bibliothèque, et je vais vous montrer la petite vidéo de la petite bibliothèque chez moi. Donc si jamais vous passez à Bali me rendre visite, n'hésitez pas à passer chez moi. Voilà, il y a des combats partout quoi, et je pense que c'est ça aussi à un moment donné qui est important quand on voyage, c'est ouais. Pour revenir, ouais, merci. Et voilà, ça me paraît. Je sais pas, je voulais vous montrer ça parce que pour moi c'est aussi un exemple très modeste, hein, pas plus, que j'essaie de faire pour un tout petit peu changer les mentalités et changer les choses. Donc je vais terminer sur les bouquins, un peu les rapidement, et un petit peu sur l'imagination, hein, parce que c'est quand même l'imagination au pouvoir. Rappelez-vous ce slogan, hein, à l'époque, et aujourd'hui mériterait d'être un petit peu dépoussiéré. Il faut voir comment ça me paraît intéressant de réfléchir là-dessus. Et puis surtout, il ne faut jamais trop se prendre au sérieux non plus. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est dire des choses sérieusement sans forcément se prendre au sérieux. Ce qui manque un peu, notamment dans les universités. Voilà, et donc ça, me paraît important. Voilà, et puis ça, c'est une revue qui est en ligne, qui est gratuite, à gauche, que vous pouvez consulter sur le site de la Croisée des Routes, là, de l'association. Là, il y a 380 pages, vous avez quoi lire un petit peu. Et là, je vous montre juste quelques couvertures de bouquins qui peuvent éventuellement vous intéresser. Il n'y a pas tous les bouquins ne sont pas là, mais quelques-uns sont là aujourd'hui. Qui peuvent éventuellement vous intéresser, qui ne parlent pas toujours de vélo, hein, mais de voyage en tout cas. Le tout dernier bouquin, c'est celui qui est à droite, qui est un peu un livre il est écrit de manière, je dirais, préélectorale. Voilà, qui a été écrit dans l'urgence pour des raisons, parce que je trouve qu'il y a quand même des problèmes aujourd'hui un peu graves. C'est trilogie en fait ça, qui est sur le voyage aussi. Et ça c'est pour si vous allez à Bali ou en Indonésie un jour. Et voilà. Vous verrez tout ça. Je vous remercie. Désolé pour la voix, hein, parce que je suis un peu en haut. Merci Michel, ça marche. Les notions de sobriété heureuse, les notions de rallumer les étoiles, ça je pense que ça parle à beaucoup de cyclistes qui ont pu voyager. Quand même quelques questions. La première c'est par rapport à la dichotomie qu'on peut voir entre finalement le retour au vélo qu'on voit chez nous en France, hein, le retour au vélo dans les villes, hein, c'était noté sur Strasbourg, sur Grenoble, le retour au voyage à vélo, ça on le voit au travers de la réussite d'un festival comme Vélozon, et puis d'un autre côté, à l'autre bout du monde,
des gens qui quittent le vélo, vous l'avez rappelé, en Chine, au Vietnam, en Indonésie, qui quittent cet outil qui a été quand même un outil formidable d'émancipation, et y compris d'émancipation des femmes. Alors comment vous expliquez cette dichotomie entre, chez nous, le retour au vélo dans une société qui est pourtant allergique à la lenteur, et puis là-bas, un vélo qui est vu comme outil de la pauvreté? Une première réponse, comme ça d'emblée, je dirais, c'est très intéressant, effectivement, c'est une vraie réalité ce que vous dites. Et c'est l'histoire de. Imaginez, vous êtes en 1950 aujourd'hui, en France. Vous n'avez plus envie, quoi. C'est sortir de la misère, de la guerre, le truc que vous n'avez plus envie d'avoir votre vieux vélo, quoi. Vous avez envie d'avoir une grosse voiture, quoi. Vous avez envie d'avoir quelque chose de la modernité, le progrès, tous les mythes que aujourd'hui nous récusons, parce qu'on en a marre, parce qu'on a vu à la fois tout ce qu'on gagnait depuis 40 ans, mais on n'a pas toujours saisi tout ce qu'on perdait. Et en fait, aujourd'hui, on est en train, doucement, grâce à beaucoup de gens, grâce à une prise de conscience, grâce aux problèmes environnementaux, malheureusement, je dirais que c'est tous ces problèmes-là, on s'est dit tout simplement, on fait, entre guillemets, pas marche arrière, mais on s'interroge là-dessus et on change nos comportements. Là-bas, je prends l'exemple une fois plus, c'est pas seulement pour le vélo, c'est pour le McDo, par exemple. Moi, aller au McDo, c'est carrément hyper classe. Le dimanche, je connais des gens près de chez moi, au McDo, c'est le top, parce que le McDo, c'est le top. Aujourd'hui, nous, on va tout faire pour pas aller au McDo, parce que c'est dégueulasse. C'est assez simple. Et donc, du coup, c'est la même chose pour le vélo. Et le vélo, je pense qu'effectivement, c'est choquant, parce que moi, je pense, là où je suis optimiste par rapport à ce que je dis, c'est qu'ils vont prendre beaucoup moins de temps que nous pour renverser la vapeur. Mais est-ce qu'ils vont devoir passer par toutes les erreurs qu'on a aussi faites c'est très difficile. Je ne dis pas que je ne suis pas fatal là, dans ce que je dis, mais quand même, je suis tellement déçu souvent quand je vois tout ce que je vois, enfin comme tout le monde, on voit des choses délirantes. Je prends l'exemple le Pékin, par exemple aujourd'hui, mais je prends l'exemple aussi de Denpasar à Bali. Moi j'habite dans le nord, Denpasar c'est devenu le périph', c'est comme autour de Paris. Donc les gens ils n'en peuvent plus. Et là, ça change déjà. Mais il faut passer, c'est un peu comme, malheureusement, il faut être vraiment dans la boue, dans la mer, je dirais, pour remarquer que finalement, il faut changer de mode. Et aujourd'hui, à Bali, un exemple, vous avez énormément de gens qui commencent à se poser la question. Et ils commencent à changer leur comportement. Et c'est exactement la même chose avec des déchets, par exemple. Il y a tellement de déchets à Bali, du coup, je crois qu'il y a énormément d'ONG, d'abord occidentales et maintenant balinaises, qui gèrent les déchets. Ce qui n'est pas le cas sur les îles à côté. En fait, il y a moins de déchets, et donc ils mettent encore tout par terre. Et c'est la même chose avec par exemple, si vous allez par exemple à Flores ou à Sumbawa ou à Sumba, par exemple, vous avez des îles à côté, les gens encore, le vélo c'est vraiment, à la limite ils sont tous à pied, donc quand ils voient à vélo c'est encore un peu la modernité. Mais je veux dire, le rêve c'est d'être comme le gouverneur ou le fils du gouverneur, c'est d'être avec la bagnole, le 4x4, etc. Et donc dès qu'ils pourront, évidemment, ils vont tous faire tout ce qu'ils peuvent pour le faire de vélo. Moi on me l'a souvent dit, on m'a dit mais c'est n'importe quoi. Il y a même des gens qui, et je pense que ceux qui font beaucoup de vélo ont l'habitude d'entendre ça. C'est l'histoire qu'on me dit mais pourquoi vous faites du vélo? Vous êtes dans le maso, voilà, il n'y a pas d'autre truc. Et voilà, et le marché c'est encore pire. Combien de fois on m'a dit ça mais je pense qu'à un moment donné, moi je me rappelle des femmes qui marchaient par exemple près de chez moi à Bali dans la forêt. C'était des femmes françaises avec des cheveux courts, avec des shorts, avec des. Vous voyez bien ce que je dis, avec des chaussures de trek, et il y en a une ou deux qui fumaient pendant une pause. Je suis allé voir avec deux vieilles balinaises, et deux vieilles, elles disent mais les pauvres femmes, elles ont été abandonnées par le mari, elles sont obligées de marcher dans la forêt. Enfin, c'était l'horreur quoi. Alors j'ai dit non mais vous savez, ils payent assez cher pour faire ça. Donc on voit que quelque part c'est tout le problème. Aujourd'hui avec le vélo, et c'est marrant aussi, après il y a des effets boule de neige je dirais. Aujourd'hui à Bali, comme c'est volcanique et qu'il y a de la montagne, c'est pas le meilleur endroit pour faire du vélo. Et comme c'est très tendance, et puis c'est très bobo aussi au centre de Bali maintenant, donc il y a beaucoup de vélos, parce qu'il y a certains endroits où on peut le faire. Alors c'est aussi côté positif aussi. Mais maintenant vous avez plein d'agences de voyage, ça vous connaissez aussi, je pense, qui en fait montent près de chez moi d'ailleurs, avec les bagnoles, avec les vélos, et après les touristes ils descendent. Et du coup, maintenant vous avez plein de guides, de moniteurs cyclistes balinais. Et il y en a plein qui sont formés, donc c'est rigolo parce que les types faisaient pas de vélo il y a 3 ans. Ils ne savaient pas se faire un vélo. Et aujourd'hui, et ça c'est marrant, du coup maintenant moi, ça me fait marrer parce que parfois j'en vois quelques-uns et on parle de vélo avec des balinés, enfin, c'est très marrant et eux c'est leur boulot. Et c'est pas que c'est leur boulot et ils aiment ça, mais je veux dire c'est nouveau. Donc on voit aussi que qu'est-ce qu'il va dire lui à son enfant dans 5-6 ans, il va lui dire tiens le vélo c'est bien. Et il va pas lui dire ce que son grand-père lui disait. Et c'est ça aussi à un moment donné, en fait c'est learning by doing quoi. Et je pense que c'est aussi l'expérience
de l'évolution d'un pays. Hein, et vous avez tous vu ça, enfin je sais pas, je dirais que c'est même comme ça entre la campagne et la ville en France. Hein, c'est même pas la peine d'aller au bout du monde quelque part. Hein. On a encore parfois des réflexes comme ça. Merci. Des questions dans la salle? Oui. Je vais vous passer Il y a les micros qui arrivent. Oui, j'ai une question parce qu'on parle souvent des Occidentaux qui partent faire du vélo un peu autour du monde, qui quitter un peu la frénésie du vélo occidental. Et du coup, je voulais savoir si vous avez rencontré justement des personnes de pays, enfin, de pays un peu plus. Voilà, de pays un peu plus. Qui partent aussi faire ce genre de démarche. Bah, après, une fois plus, moi je suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais j'en ai vu quand même effectivement, j'en ai vu, j'en ai vu de plus en plus. En Chine par exemple, je reprends l'exemple de la Chine, maintenant vous avez des routards chinois, enfin de plus en plus, ça monte aussi. C'est que la conscience écologique par exemple, hein, en Chine, elle augmente, elle va augmenter beaucoup plus que chez nous, elle est beaucoup plus efficace, comme vous le savez, les villes vertes chinoises, bon, parce qu'ils n'ont pas de choix, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Donc à un moment donné, eux ils vont faire ce que nous on fait depuis longtemps en réfléchissant, avec notre manière de penser, mais ils vont le faire de manière beaucoup plus rapide. Donc, et de la même manière, vous avez, et pas plus, je prends l'exemple maintenant d'Indonésiens, voilà, de ce que je connais à Java, donc c'est des gens qui étaient d'ailleurs guides touristiques, qui étaient guides de traite un peu, hein, qui accompagnaient les touristes. Puis maintenant ils disent, ah nous maintenant on fait des balades à 10 Javanais, donc des Indonésiens entre eux, on va partir 2 semaines là, 3 semaines là, et à vélo ils partent faire des grosses balades à vélo. Parce qu'à Java, c'est plus facile de faire du vélo, c'est chaud, mais on peut faire du vélo facilement. C'est effectivement impressionnant de voir des Iraniens, des Chinois, voilà, bien sûr, ouais, des Turcs, des gens d'Asie centrale se mettre au voyage à vélo. Ça, mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Ouais, bien sûr, c'est là que c'est intéressant, parce que quelque part aussi, je prends l'exemple des Chiliens, les Chiliens de Santiago par exemple, ils ont un délire, actuellement c'est le road trip, mais en bagnole. Donc ils descendent tous la route australe, et donc les familles avec les enfants, c'est un peu un délire, mais c'est partie de la mode en ce moment. Et en fait, les gens pensent que oui, bientôt ils le feront en vélo. Dans 2 ans, ils le feront en vélo, quoi, parce que ça va. Ils en ont marre de la bagnole, quoi. Déjà, ils voient les vélos et disent ah c'est pas mal, la prochaine fois je viendrai à vélo. Et c'est intéressant, donc il y a aussi, enfin je schématise un peu, mais parfois il y a des comportements comme ça, et je pense qu'il y a un côté un peu comme le bouche à oreille ou un effet boule de neige qui est très important, et je pense la prise de conscience en fait. Parce que je pense que faire du vélo, on peut pas dissocier ça de la conscience écologique en fait, par exemple. Hein. Et aussi du respect de l'autre et de la rencontre, et de la lenteur, donc, mais aussi qui va avec le fait de rencontrer des gens. Je sais pas, demander à n'importe qui a fait le tour du monde et qui vit à petite vitesse de manière sympathique, on va vous dire que le vélo, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de voir du monde. Le but, c'est pas de faire la course, c'est de s'arrêter quand on voit quelque chose, quand on voit quelqu'un. Et c'est ça qui est bien. Et vous le savez très bien, il suffit de voir à Chambéry pour se garer, c'est compliqué, avec une bagnole, avec un vélo, c'est plus simple. C'est tout simple, c'est du bon sens en fait, c'est que du bon sens. Et c'est comme ça un peu partout. Et ça, j'aime bien observer ça chez des jeunes étrangers, jeunes chiliens par exemple, pour répondre à tout ce que j'ai vu comme ça, prendre le vélo, et que je vois maintenant d'un seul coup faire du vélo, et ça ne faisait pas avant non plus. Je suis désolé, on va devoir interrompre, c'est quand même dommage sur une conférence sur la lenteur de devoir accélérer. Vraiment désolé. Alors un grand merci à Franck Michel, on l'applaudit. Et puis, de toute façon, on va le retrouver, il y a une interview là juste après. On vous retrouve mais je suis un peu là, dans les salles entre midi et 2. Et puis on vous retrouve à Inukshuk pour continuer à... Et puis là j'ai 20 minutes encore là pour dédicacer maintenant. D'accord. Maintenant parce que le libraire m'a dit, le libraire d'accord, m'a dit, okay. Ici non, en haut, d'accord. Ouais. Oui, en haut dans la salle. Et puis on vous retrouve à Inukshuk entre 14h et 15h. Voilà. Si merci. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le petit questionnaire. Voilà, ils sont distribués derrière, donc n'oubliez pas de le faire, ce qui nous permet d'adapter progressivement le festival.